Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer notre série sur GraphQL. Dans cette vidéo, nous allons répondre à trois questions très intéressantes par rapport à cette technologie-là. Donc, je vais vous présenter les questions qui sont: pourquoi utiliser GraphQL? Quelle est la raison qui nous amène à changer, à ne plus utiliser des API REST, mais de passer à une technologie qui est celle de GraphQL? Une spécification. Quand utiliser? Quand utiliser cette spécification-là? Quand migrer vers GraphQL et quelles sont les raisons qui vont nous pousser en fait à nous orienter vers GraphQL? Et comment ça marche? Comment ça marche, on va donner le big picture en fait de l'utilisation de GraphQL. Comment il marche réellement pour ensuite passer dans les prochaines vidéos à la partie implémentation. Donc, pourquoi GraphQL? Tout simplement parce que GraphQL va vous permettre en fait de créer des API beaucoup plus rapides et beaucoup plus flexibles que les API REST et qui vont donner le contrôle au client plutôt qu'à la partie backend. Donc le client aura un contrôle complet. C'est lui qui va aller dire qu'est-ce que je veux comme ressource et qu'est-ce que je veux comme propriété à l'intérieur de ces ressources-là. D'un autre côté, GraphQL va vous permettre d'avoir moins de requêtes HTTP et moins de code à gérer. En effet, moins de requêtes HTTP parce que tout simplement, on va lui dire je veux telle et telle et telle ressource. Pas besoin d'envoyer plusieurs ressources pour récupérer mes données. Avec une seule requête, je peux récupérer tout ce que je veux. Et ceci nous amène en fait aux deux problèmes majeurs qui ont poussé Facebook à créer GraphQL. On en a discuté dans la première vidéo. Je vais faire juste un petit récap afin de vous mettre encore dans le bain et pour comprendre une fois pour toutes ces problématiques-là. Donc, on a deux problèmes majeurs qui sont l'overfetching et l'underfetching. Ceci peut être illustré par ce schéma-là. Imaginons que nous ayons en fait notre client qui va être cette partie-là. Donc, vous avez votre client ici et d'un autre côté, vous avez deux API. Les API REST et les API GraphQL. Et donc, on va voir réellement comment ça marche si on utilise l'un et si on utilise l'autre. Je vais juste récupérer le stylet. Et donc, imaginez que ce client-là, l'un de ces clients, donc dans cette partie-là, que ce soit un client mobile, que ce soit un client desktop, ou que ce soit un client web, un browser. Donc, n'importe lequel de ces clients, s'il a besoin de créer une interface, et à l'intérieur de notre interface, on aura besoin d'avoir nos utilisateurs, donc les users que nous avons dans notre application. Et dans la partie user, j'aurai uniquement besoin d'avoir des informations comme le name par exemple. Et je vais vouloir récupérer la liste des posts associés à ce user-là. Et donc je vais avoir le titre et la description de ce post-là, description. OK? Et enfin, je vais afficher mes petits followers, donc les followers de cette personne-là. Donc, on va essayer de faire un petit truc style Medium, par exemple. Et donc, pour faire ça en utilisant une API REST, donc la première méthode, c'est si vous utilisez des API REST standard. Vous aurez besoin de trois ressources. Donc, parmi les ressources exposées par REST, vous avez la ressource users, vous avez la ressource posts et vous avez la ressource followers. Donc, la première idée à faire, c'est d'aller chercher l'ensemble des users. Et pour chaque user, on va aller chercher les autres propriétés. Du coup, on va aller chercher tous les users et on va envoyer la requête à cette ressource-là. Donne-moi l'ensemble des users. Ce qui va automatiquement impliquer une réponse. Donc, on va avoir une première request et une première response. Donc, request 1 et response 1. De même, pour les posts, je vais récupérer ça, ce qui va me faire une deuxième request et une deuxième response à gérer. Et je vais aller chercher mes followers et j'aurai une troisième request et j'aurai automatiquement une troisième response. Donc vous voyez que tout ça, ça va être du transfert de data dans le réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intervention de REST ou bien de GraphQL, ça va être ici au niveau des échanges réseau. Donc notre client va aller envoyer une requête que l'API va passer au serveur qui lui va en fait faire le traitement et nous donner la réponse et là on va avoir notre réponse.
Ce qui fait que tout ce qu'on est en train de dire, tous les avantages, ça va être au niveau de ça, en fait, au niveau du réseau. Pas au niveau du serveur. Le traitement au niveau du serveur, bah, ce n'est pas le domaine de GraphQL ou de REST. D'accord? Et donc, une fois terminé, on a notre résultat, on a affiché le résultat obtenu, mais nous avons créé 3 requêtes et nous avons reçu 3 réponses. Ce qui est pire, c'est qu'on va récupérer toutes les informations sur les utilisateurs, même si on a uniquement besoin du name. Ici, à ce niveau-là, on va récupérer toutes les informations. Donc, on va récupérer le name, le username, l'âge, et ainsi de suite. Donc, toutes les informations sur les utilisateurs, toutes les informations sur les posts et toutes les informations sur les followers. Donc, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé 3 requêtes, alors qu'on voulait juste tout récupérer en une seule fois. Et on a récupéré plein d'informations inutiles qui nous permettent de rien faire. Finalement, on a de l'overfetching, ce qui fait qu'on a plus d'infos qu'il le faut. Et on a de l'autre côté du underfetching. Pourquoi du underfetching en fait? Parce que tout simplement, la première requête ne nous a pas permis de récupérer tout ce qu'il fallait. Donc, on était obligé de envoyer une deuxième requête et d'envoyer une troisième requête. Et ça, c'est très lourd et très coûteux. GraphQL, il a proposé une solution qui est magique. GraphQL, il va nous dire, bah, moi, j'expose plus toutes ces ressources-là. Moi, je n'ai pas besoin de vous exposer plusieurs endpoints. Vous allez avoir un seul endpoint. Et ce endpoint-là, ça va être au niveau de GraphQL. C'est là. Et donc, lui, il va nous afficher un truc qui s'appelle GraphQL. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc, un seul endpoint. Et c'est là que l'utilisateur va aller envoyer ce qu'il a besoin d'avoir, l'ensemble des informations. Et pour chaque information, il va lui dire, bah, je veux tous les users. Et pour les users, je veux avoir le name. Et je veux avoir tous les posts. Et pour le post, je veux avoir le title. Et je vais avoir tous mes followers. Et pour les followers, je vais avoir le name. Ce qui fait que là, on va récupérer toutes les informations. Ici, ils ne sont pas imbriqués, hein. C'est juste en fait les informations, tous les users, tous les posts et tous les followers qu'on a pour l'ensemble des utilisateurs. Et vous voyez qu'ici, avec une seule requête, j'ai toutes mes infos. Ok, donc toutes les infos. Et en plus, je n'ai aucun surplus. J'ai exactement ce qu'il me faut. Et c'est GraphQL à travers son fonctionnement qui va nous permettre de faire ça. Ce qui va nous amener à nous dire, bah, quand est-ce que j'aurai besoin de faire ça? Pourquoi migrer d'une API REST vers GraphQL? Et c'est là où on va répondre en fait. Déjà, avant de répondre à ça, on va comparer. Et vous voyez que ici, d'après l'exemple qu'on vient de voir, que REST, il va nous envoyer plusieurs requêtes. GraphQL, ça va être une seule. REST, il a ces deux problèmes d'over et de underfetching que GraphQL va résoudre. Et il y a une dépendance entre les équipes front et back. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle modification, chaque chose qui va être modifiée, bah, c'est le client qui va demander à la partie back de la présenter sous forme d'une API. Ce que GraphQL va nous permettre d'éviter au maximum. Et ça, c'est génial. Maintenant, on va se poser la deuxième question. Quand utiliser GraphQL? Quand est-ce que j'aurai besoin de migrer d'une API REST vers GraphQL ou de commencer mon projet avec GraphQL? Ici, on a 3 choix, 3 cas d'utilisation qui se répètent la plupart du temps. La première, c'est en fait d'avoir un nouveau projet avec lequel on va créer une base de données, connecter notre application à une base de données et on va avoir GraphQL qui va interfacer, qui va faire l'abstraction et qui va nous permettre en fait de communiquer avec notre API. La deuxième, c'est l'intégration de GraphQL avec un système existant. Et on va voir que ça va nous permettre d'avoir une architecture beaucoup plus souple et beaucoup plus simple à gérer. Pourquoi? Parce qu'il va venir s'interfacer entre l'utilisateur de nos API et notre utilisateur. Ce qui fait qu'il va cacher tout l'aspect complexe de ce qui se trouve derrière et on va avoir une interface unique. Le troisième cas d'utilisation, c'est d'avoir une approche hybride entre les deux premiers. On va essayer de voir une par une tous ces cas d'utilisation. Donc, le premier cas d'utilisation, c'est le suivant. Donc, vous avez votre application, vous avez votre API GraphQL et c'est lui qui va aller chercher toutes les informations que vous voulez. Il va exposer tout ce qu'il y a à exposer et votre client va directement communiquer avec votre API GraphQL. La deuxième méthode, c'est d'avoir en fait une architecture où on a plusieurs API complexes
Et là, le problème, c'est qu'à chaque fois que ça va grandir, à chaque fois qu'on a de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux API à gérer, la documentation va être de plus en plus complexe et ça va être de plus en plus complexe pour la partie cliente. Pourquoi? Parce qu'il faut sauvegarder l'ensemble des API qu'on va consulter, il faut sauvegarder l'ensemble des ressources à chercher, ce qui fait que ça va devenir beaucoup plus complexe que d'habitude. Du coup, GraphQL va nous permettre d'unifier le système. C'est-à-dire qu'il va venir dire, ok, c'est moi qui vais aller gérer la partie abstraction et tout ce qui est complexité. Et vous me parlez uniquement à moi. Et c'est moi qui vais aller chercher et gérer tout ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est super. Donc, on va voir qu'avec cette architecture-là, vous voyez que ici, vous avez GraphQL qui va, lui, interagir avec les legacy systems, vos microservices, vos API tierces. Et tout ça, l'utilisateur, il ne le voit plus. Parce que pour lui, il y a uniquement qui? Monsieur GraphQL. Et c'est Monsieur GraphQL qui va aller parler avec l'ensemble des autres ressources de votre application. Et ça donne ce qu'on appelle une abstraction. Et ça, c'est génial. Abstraction. Et donc, le client, il va rien voir. En fait, c'est comme si vous aviez une voiture et vous vous en foutez de ce qui passe derrière. Comment ça marche, comment ça accélère. Vous, ce qu'il vous faut, c'est les pédales. Ce qu'il vous faut, c'est le volant, votre boîte de vitesse. Et avec ça, vous pouvez conduire la voiture indépendamment de la complexité qu'il y a derrière pour que ça marche. Conduire une 106 ou conduire une Porsche Cayenne, ça revient au même. Bah, vous démarrez, vous mettez la première et vous avancez. Et ça marche. C'est génial. C'est l'abstraction et c'est ce que GraphQL vous offre lorsque vous avez un système aussi complexe que ça. La troisième vision, le troisième cas d'utilisation, c'est d'avoir en fait notre partie cliente et on a en fait d'un côté notre application qui elle aussi va aller chercher des legacy systems, des microservices et des parties tierces. Et là aussi GraphQL il est très fort, il va gérer toute cette partie là. Et là on est tranquille côté client, on va uniquement communiquer avec ce monsieur là. Ça, c'est comment GraphQL nous permet en fait, et quels sont les cas d'utilisation pour aller chercher ou travailler avec GraphQL. Maintenant, il faut comprendre comment ça marche réellement. Depuis tout à l'heure, on parle de chercher des ressources. Mais comment GraphQL, il fait tout ça? En fait, le principe, il est très simple. Ici, lorsque vous faites du REST, bah, vous avez des endpoints. C'est simple, vous allez directement appeler votre endpoint, lire la documentation sur le endpoint et directement aller consommer cette API-là. Avec GraphQL, l'équivalent de l'ensemble de la documentation de endpoint, bah, ça sera quelque chose qui s'appelle un schema. Et donc ça va être votre contrat. Qu'est-ce que moi, en tant que GraphQL, expose pour mes utilisateurs? D'accord? Et donc, on aura un schéma qui ressemble à ça. Donc, vous allez toujours envoyer votre request. Ensuite, GraphQL, il va récupérer cette requête-là. Si cette requête-là, elle correspond à l'un des informations qu'il expose à partir de ce schéma-là, de ce contrat-là, il va la récupérer. Et après, nous, on va voir, bah, j'ai un contrat avec mes utilisateurs. Je voudrais, par exemple, une ressource qui s'appelle Hello, qui va me retourner un petit message Hello. Et bah, pour ce faire, on a un contrat. Donc, le contrat, il identifie l'opération à offrir au client. Et ben, on offre quelque chose, il faut qu'on puisse le faire. Et donc, l'implémentation de ce contrat-là, bah, ça va être fait à travers ce qu'on appelle des resolvers, des résolvateurs. Ils vont résoudre en fait ces fonctionnalités-là. Du coup, si je lui dis que j'ai un schéma, une fonctionnalité, une requête qui s'appelle Hello, bah, je peux aller définir pour mes resolvers la fonctionnalité Hello qui va récupérer le name et m'afficher Hello. Name s'il existe, sinon je vais afficher Hello World. Donc si je lui dis Ayman, il va m'afficher Hello Ayman, sinon il va me dire Hello World. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez votre schéma, vous avez votre contrat. Votre schéma, il va définir l'ensemble des fonctionnalités que vous allez exposer. Et de l'autre côté, vous avez vos resolvers. Donc ça va être les fonctionnalités qui vont résoudre ou définir le fonctionnement de vos contrats. Ça peut être des API, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ce n'est pas notre problème. Nous, on vous dit, voilà ce que j'expose. Vous allez demander ça. Nous, on va le résoudre et on va vous retourner finalement une réponse. Et c'est bon, ça marche. Et là, côté client, on peut avoir du web, on peut avoir du mobile, on peut avoir du desktop.
tout ça va communiquer avec notre GraphQL qui lui en fait va faire le nécessaire. Et ce qui est génial, c'est que moi je vous donne le menu, le schéma. Et vous allez me dire ce que je veux à partir de ce menu-là. Imaginez par exemple que vous ayez un menu avec, je ne sais pas moi, un hamburger avec de la salade, avec des tomates, avec une laitue, avec un peu de mayo, avec du ketchup. Et ça, c'est le menu. Et vous, en tant qu'utilisateur, bah, vous allez lui dire, moi, je veux pas de mayo, je veux uniquement du ketchup et je n'aime pas la salade. Donc, vous allez récupérer uniquement ce que vous voulez manger. Et ça, c'est génial parce que vous n'allez rien jeter. C'est ça, en fait, le principe de GraphQL. Et donc, enfin, pour résumer, bah, vous avez votre schéma, vous avez votre contrat, vous avez votre client qui va vous demander une requête, vous allez implémenter les resolvers. N'oubliez pas que GraphQL, c'est une spécification. Donc, pour chacun des langages que vous connaissez, vous allez trouver une implémentation de cette spécification-là, ce qui va faire en sorte que vous allez trouver ça dans tous les langages. Ça peut être du Python, ça peut être du JS, comme nous on va faire. Ça peut être du Go, ça peut être du Ruby and Rails. Et lui, il peut parler avec tout le monde. Donc, vous avez une abstraction totale. Vous allez juste consommer. Et à la fin, vous allez recevoir votre réponse sous format HTTP. La dernière chose que je vais vous dire, c'est que GraphQL, on l'appelle GraphQL parce que c'est un Graph Query Language. Donc, on va avoir une modélisation sous forme de graphe de l'ensemble des ressources que vous allez pouvoir consommer. Donc, si vous avez un user, le user, il a comme propriété le ID, le name, le âge. Il peut aussi avoir, il peut être l'auteur de posts, donc il peut avoir plusieurs posts et il peut créer, écrire des commentaires. Et le post, il peut avoir plusieurs commentaires. En modélisant en fait vos données de cette forme-là, ça devient hyper facile à GraphQL pour gérer vos requêtes ou gérer vos demandes de modification ou de persistance. Et c'est ça la force de GraphQL. J'espère qu'on n'a pas trop fait de la théorie, mais c'est très important de comprendre le pourquoi et le comment de la chose pour pouvoir implémenter ensuite toute cette partie-là. Donc, à partir de la prochaine vidéo, on va commencer à implémenter notre serveur GraphQL et on va essayer de comprendre comment requêter ce serveur-là et comment créer les différentes fonctionnalités proposées par GraphQL. Donc, à la prochaine vidéo et à très bientôt sur TechWall.